forêt fait partie de nous depuis toujours. Économiquement parlant, le commerce du bois est le gagne-pain de plusieurs familles québécoises. Du point de vue social, la forêt fait partie de notre culture. Les bûcherons, les draveurs, les gens de chantier, tous ont amené légendes, musique et un art de vivre unique en son genre. Nous sommes un peuple boréal. C'était beaucoup trop sérieux. On pourrait parler de notre expérience. Ce serait plus agréable. Ok. Donc, moi c'est Rachel. Moi, c'est Marie-Alice. Et récemment, on est allé au... On pourrait commencer par le début. Les copas blancs, Les sols appauvris, les effets de la copa blanc, l'erreur boréale, les conséquences à long terme de la copa blanc les secteurs de la copa blanc. et les caribous forestiers en danger. Ce sont là nos premières recherches et elles représentent très bien notre pensée initiale. Au départ, pour nous, ça urgeait. Il fallait stopper ce que nous considérions comme une insulte à notre patrimoine québécois. Il fallait stopper la déforestation. Donc, on a fait des recherches, beaucoup de recherches, et on a essayé de contacter plusieurs personnes qui nous ont pas toujours rappelé. Pendant ce temps-là, on pensait encore aux petits caribous, les bébés caribous qui avaient plus de parents, qui les parents étaient morts parce que les arbres étaient coupés, puis il n'y avait plus de territoire. Puis là, c'était vraiment important. Puis là, on ne savait pas quoi faire parce qu'on ne savait pas comment faire pour stopper la déforestation. Puis, on a rencontré Boréalisation. Boréalisation, c'est une jeune organisation citoyenne, émergente. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe. On est né d'une volonté de faire du dossier forestier un dossier rassembleur, mobilisateur auprès de la population, auprès des gens concernés, des citoyens et citoyennes du Québec. On les a rencontrés à quelques reprises, surtout pour poser nos questions. On a assisté à quelques réunions et on a vu c'était quoi de faire partie d'un petit organisme qui voit très grand. Soudainement, on est retombé les 2 pieds sur terre. Les arbres étaient surtout victimes d'une mauvaise exploitation forestière. D'ailleurs, le mot déforestation est plus tant utilisé. Chut, on garde ça pour la fin. Ok. Donc, on a adopté les idéaux de boréalisation. Donc, il y a un enjeu, il y a une urgence, parce que à chaque jour où on ne protège pas cette forêt-là, bien, il y a une exploitation forestière qui court dans nos forêts et qui avance de jour en jour, 24 heures sur 24. Et c'est des forêts boréales anciennes qu'on est en train de perdre à tous les jours. On a ouvert des livres, mais cette fois des livres scientifiques. Il fallait voir tous les côtés de la médaille pour comprendre l'enjeu. C'est ça qui était intéressant, les différentes visions de chacun des intervenants de l'industrie forestière. Donc, on a pris rendez-vous avec le professeur Christian Messier de l'UQAM. Il est à noter que c'est pas si simple que ça de se retrouver sur le campus. Pourquoi il n'y a pas un numéro sur chacune des portes? Ça sauverait beaucoup de temps à beaucoup de personnes. C'est possible de pouvoir récolter des arbres tout en préservant le fonctionnement naturel, écologique des forêts et en préservant la biodiversité. Est-ce qu'on le fait actuellement? Pas tout à fait. Puis je dirais que ça dépend. Il y a des compagnies, il y a des régions qui le font mieux que d'autres. On a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais on s'améliore et je pense que depuis une dizaine d'années, je vois des gros changements, surtout en lien avec quelque chose qu'on appelle la certification FSC, Forest Steward Council, qui a vraiment aidé beaucoup à améliorer les pratiques. C'est pas parfait, il y a encore des lacunes, mais ça s'améliore. Cette rencontre nous a fait réaliser que, contrairement à ce que nous pensions au tout début du projet, il est possible d'avoir une industrie forestière qui est respectueuse de l'environnement. Donc, après toutes ces rencontres-là, on est parti faire un stage au Saguenay le 1er février. Non, pas le premier. T'es sûr? Ou le 31? Ah non, attends, non, ouais, c'est le premier. Le 1er? Ouais. Ok. Donc, on est parti durant la première semaine de février faire un stage en foresterie au Saguenay durant une vague de froid. Oui, c'est ça. Donc, quand on est parti là-bas, on savait plus trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'on allait voir des gros bûcherons barbus ou des grosses machines monstrueuses? En tout cas, quand on est arrivé là, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Robert. Oh, moi, je l'avais déjà rencontré. En novembre. Oui, je sais.
Donc, quand on est arrivé la première journée de stage, on a visité l'usine de la scierie Girard, avec qui on était partenaire. C'est une scierie familiale. Et de là, Jean-Pierre Girard, qui est copropriétaire avec son frère, nous a fait visiter l'usine et en premier, il nous a surtout expliqué toutes les certifications que ça prend pour couper les arbres et faire l'exploitation forestière. Donc, ça prend des FSC, des Forest Stewardship Council et des CEAF, des centres d'épargne pour assurance de la forêt. Donc, par la suite, on a visité la vraie usine, donc nous expliquer tout le parcours que prend le bois, dès le départ, le tronc, jusqu'aux planches qu'on utilise pour construire une maison. Savez-vous que le métal perd 60% de sa capacité au grand froid? Et aussi les batteries de caméra. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la chance de voir toutes les machines en fonction, parce qu'au moindre impact, elles se brisaient. Mais on a aussi compris quelque chose de très important. Tout le bois est réutilisé. En fait, même les mauvaises récoltes, comme du bois qui va prendre plusieurs années à pousser et qui va faire du petit bois vraiment serré, va être utilisé pour faire des choses plus délicates comme des violons. Avec le bois plus commun, donc les gros morceaux, les grosses planches, on va faire des planchers, des murs, un peu de tout dans le fond. Avec la cire, on va faire du gyps et avec les copeaux, on va faire des pâtes et papiers. L'Écosse, on envoie ça à des usines comme Alcan qui vont envoyer ça sur des lacs de bauxite pour éviter de la boue rouge et pour rendre l'endroit plus sécuritaire en fond. Donc, en arrivant de notre première journée à l'usine, notre pensée elle avait beaucoup changé, elle avait évolué dans le sens où on pensait plus du tout que tout était noir en foresterie. Puis ça a encore plus changé lorsqu'on a rencontré Martial et Sylvain. Ouais, ici en bas, là. Il y a des flags bleues, là, OK? Ça, okay. De l'autre côté, c'est le bûcher aussi. Ces flags bleues-là, ça veut dire qu'il y a un ruisseau intermittent. C'est pas un vrai ruisseau, OK. C'est juste une ligne d'eau qui passe. Est-ce qu'il faut avoir une bande de protection pareille pour ce ruisseau-là? Ouais, ben là, c'est ça. C'est pas vraiment une bande de protection comme les machines n'ont pas le droit de passer dedans. OK. Ça, c'est juste un ruisseau qui coule de temps en temps. Martial, c'est le genre de personne qu'on n'interviewe pas. C'est le genre de personne avec qui on va s'asseoir, on va allumer la caméra et se raconter un paquet d'histoires. Sylvain aussi. C'est vraiment avec eux qu'on a appris c'était quoi de vivre de et dans la forêt. C'est parce que c'est vraiment difficile comme métier. L'hiver, on se fait brûler par le froid et l'été, on se fait piquer par des millions et des milliards de moustiques et de mouches noires. Mais c'est vraiment une passion. On a aussi compris ce que c'était couper une forêt, à quel point c'est du travail la maintenir en santé et à quel point c'est important pour eux. Comme l'a dit Martial, une forêt c'est comme un jardin. Pour avoir un bon rendement, il faut être à l'écoute de ses besoins. On a aussi fait du rubanage, afin de délimiter le terrain. Donc nous, le terrain qu'on a délimité, c'est une bande riveraine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper des arbres à une distance de 20 mètres d'un cours d'eau. Donc on est allé là avec Martial, on a mis des raquettes, Rachel est tombée beaucoup de fois, mais... Bref, c'était vraiment beau, c'était vraiment magique. Le lendemain, quand on est revenu, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de forêt. Ça, c'était un gros choc pour nous parce que c'était tellement beau, c'était tellement magique, c'était comme impressionnant. Il y avait des fantômes, des formes dans les arbres avec la neige qui recouvrait les arbres. Ça faisait des fantômes. Puis, bref, c'était parti. Puis pour nous, ça nous a fait manquer. C'était vraiment étrange. En fait, en général, c'était assez difficile pour nous de voir les gros trous blancs sur la montagne ou tous les arbres qui étaient cassés ou coupés. Mais ensuite, on s'est dit que ces arbres-là, ils allaient être replantés par la suite, puis on s'est senti un peu mieux. Une autre chose aussi, c'était que les arbres, il y a le dessus de l'arbre qui va être laissé par terre pour recomposer, aider les sols, mais c'est quand même beaucoup d'arbres qui est laissé par terre, et ça reste une image assez choquante. On a dîné avec un renard, par exemple. Ouais! Vous avez tout mangé votre lunch, vous n'avez pas gardé, vous autres? Moi, il me reste la viande. Oui. Il reste du jambon, puis on a des clémentines. Les animaux, surtout les renards, sont rendus habitués à la présence des humains, mais avec le ratissement du territoire, c'est rendu plus difficile pour eux, et le problème est loin d'être réglé. Mais c'est une bonne chose pour certains animaux, comme l'orignal, qui lui va suivre les couples afin de trouver les bébés arbres et les pousses, parce que c'est ça qu'ils mangent. Au début, on était censé faire un documentaire qui mettait face à face les deux réalités du milieu, les exploitants forestiers et les écologistes. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de différence entre les deux. Les deux parties ont autant à cœur la forêt et tout ce qui l'entoure. On a aussi réalisé que plusieurs citadins, comme nous au début du projet, se méprennent au sujet des forêts. Oui, elles sont encore en zone rouge, on pense par rapport aux épidémies d'insectes qui ravagent nos forêts,
Et aussi que ça va prendre beaucoup de temps avant d'avoir une industrie forestière complètement verte. Mais tout n'est pas complètement perdu non plus, là. C'est plus comme il y a 10 ans. Les coupes à blanc, ça n'existe plus. Les industries sont conscientes que pour continuer à exploiter la forêt, il faut en prendre soin. La forêt québécoise, c'est une forêt publique. Elle appartient au peuple et c'est de notre devoir de la protéger et d'en prendre soin. C'est un patrimoine qui nous unit et il faut faire attention. Oui, souvent quand je fais des présentations dans les écoles ou dans le grand public, pour essayer de sensibiliser les gens à aimer les arbres et même, je dirais, à respecter l'arbre, je leur rappelle que, selon les connaissances actuelles, nous sommes humains aujourd'hui avec un cerveau, avec la musique, avec des livres extraordinaires. Selon la théorie actuelle, l'homme descend du singe. Et le singe, lui, descend d'un mammifère qu'on appelle le lémur, qui a, à un moment donné, migré dans les arbres pour probablement se sauver des prédateurs. Et au cours des millions d'années, a évolué des mains pour pouvoir grimper dans les arbres, mieux grimper, mieux se déplacer. Et lorsque les singes ont descendu des arbres dans la prairie africaine et qu'ils ont commencé à explorer les prairies, ils avaient des mains très agiles. Et avec ça, ils ont créé des outils, ils ont créé le feu, ils ont commencé à construire des choses. Et en même temps qu'ils construisaient des choses, le cerveau s'est développé. Il y a plusieurs écrits là-dessus par des neurobiologistes. Et donc, c'est le fait d'avoir des mains qui a permis de développer le cerveau humain et d'avoir la capacité de penser aujourd'hui. Et qui a créé les mains? Mais c'est l'arbre. Et d'ailleurs, quand je fais cette présentation-là, au début, je montre un magnifique arbre avec des branches très basses. Et je demande aux gens, quand vous voyez un arbre comme ça, qu'avez-vous le goût de faire? Et la grande majorité me disent de grimper dans l'arbre. C'est un réflexe naturel, ça vient du singe. On a des mains et quand on voit un arbre, on veut grimper dans l'arbre. Donc, rappelez-vous de ça la prochaine fois que vous passez près d'un arbre. Sans arbre sur la terre, il n'y aurait pas d'humain.